Yukon, ou en langue amérindienne Gwich'in, grand fleuve. À l'ouest de l'Ouest, au nord du 60e parallèle, le fleuve Yukon se ferait un chemin dans un décor démesuré. Il trace l'identité de ce territoire de légende où se cachent toujours des trésors. Tout y est encore possible. Oui, bon chien! A-L-L. G-R-V-I-E. R-A-T. D-A-F-F-E. Je crois qu'il faut que je répète, je me suis trompé. Laisse-moi de la place, là. Ah, qui c'est trop chaud, mais on s'en vient au Yukon. Yukon chante. Et Yukon a froid. 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 Yukon. J'en ai un bon qui me trotte pas loin, là. Yukon fait des bébés. You complètement fou. Celle-là, là, je me la pose des fois. Souvent. Il y a beaucoup de francophones ici. Totalement. Yay! Yukon est glou. Yukonifique. OK, bon, va. Yukon descend les rapides. Yukon fait de la musique. Yukon aime. Yukon se trouve. Yukon trip. Yukon. 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 Yukon parle français. Oh, le Yukon, c'est vraiment une beauté cachée. Le Yukon s'étale sur 482 000 km². Une superficie comparable à celle de l'Espagne. Ici, néanmoins, pas de taureaux, mais des caribous. 35 000 personnes seulement y vivent, ce qui fait en moyenne 0,06 habitants au kilomètre carré. Le jeune typique qui arrive ici comme francophone, c'est le jeune qui voyage. Le jeune qui a envie de vivre une expérience hors du commun, qui n'a pas peur de se relever les manches. C'est celui qui va rester. Alors, ça, c'est ma cuisine. Ça, c'est l'eau courante. C'est la machine à café, hein. Puis le bureau, il est par là-bas. Le studio d'enregistrement, il est par là. Le chauffage centralisé. Et puis le lit, il est par là. Florian vient de France, où il a fait son service militaire dans la marine. Il découvre ainsi le monde et le mal de mer. Puis il devient mécanicien de banc d'essai pour un grand fabricant de moteurs d'avion en Suisse. C'est pas que j'ai prévu de déménager au Canada, mais je suis parti en voyage là-bas pendant 3 semaines. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré une fille. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup appréciées au Canada. C'est la présence d'une culture ancienne. Et l'autre chose, c'est de la nature intacte. Les joies du Yukon. En Europe, c'est extrêmement rare de voir un arbre mort qui est tombé là naturellement et qui a eu le temps de pourrir naturellement. Et aussi, j'ai été invité à découvrir la culture Première Nation. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment précieux au Canada. C'est qu'il y a une culture ancestrale qui a une vue complètement différente sur notre monde qui est encore présente. Ben, il y a des concepts que j'avais jamais entendus. Un exemple simple, décrire qui nous sommes en 4 dimensions, émotionnelle, physique, mentale et spirituelle. Ça, quelque part, ça a sonné une cloche. Il retourne en France, mais il décide de tout quitter. Oui, j'ai vendu quasiment tout ce que j'avais, toutes les bébelles que j'avais accumulées. Et puis, 3 mois après, j'étais parti. C'est ma voiture. En arrivant au Canada, j'avais pas de permis de travail, donc j'ai passé 1 année à lire, à faire du camping et à regarder des documentaires. Et puis, c'était une des plus belles années. Je me souviens d'un printemps et puis on est parti camper. Il y avait littéralement de la vie partout. On était entouré de vie, en fait. Et c'était comme si la nature était empreinte d'une sagesse ancestrale. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'aller voir le Yukon. Et je suis arrivé au Yukon mi-novembre. Je suis arrivé là de nuit. Il faisait moins 30. Je connaissais personne. Pour donc voir la nature intacte, mais encore à une échelle au-dessus.
Selon le recensement fédéral de 2011, 4,8 % des Yukonnais parlent français à la maison. Mieux encore, 4 510 personnes, soit 13 % de la population, disent pouvoir s'exprimer en français. Il s'agit là de la plus forte progression du français parlé en milieu minoritaire au Canada. Une augmentation de 26 % comparée au dernier recensement. Ça va être des jeunes qui vont venir de finir l'école, qui vont peut-être avoir besoin d'un break pour savoir comment mieux continuer, qui vont avoir entendu parler du Yukon, des opportunités professionnelles, puis qui va devenir curieux, puis qui va venir faire son tour. Puis là, il va travailler dans n'importe quoi, jusqu'à temps qu'il trouve peut-être sa place. Musicien, prof, papa. Musicien slash prof slash papa. Je sais pas trop. Québécois d'origine, escogriffe de caractère, Pascal grandit à Sherbrooke. Il aurait pu être pompier, chef scout, gourou, mais il choisit d'être enseignant. La classique. Comment qu'on aboutit au Yukon? Hein? C'est une question classique. C'est un projet de voyage un peu fou qui le conduit au Yukon. La première partie de mon voyage, c'est vraiment une destination qui était une des plus nordiques que je pouvais conduire, qui était Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest, où est-ce que tu dois faire une route de glace à partir des Nuvik. Ça m'intéressait bien gros d'aller explorer ça là-bas. Puis l'idée, c'était qu'après que je sois rendu là, je continue, je roule le plus au sud que je peux. Si je peux me rendre jusqu'à la Terre de Feu en pas complètement, j'y vais. C'était de rouler le plus loin que je pouvais puis de voir ce qui se passait là. J'ai rencontré Véronique, rendue ici. Je me suis amusé, j'ai trippé. Je jouais de la musique, fait des parties. Puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'était le fun. Puis là, ben, j'ai flâné un petit peu plus longtemps. On était rendu au mois de novembre, puis on se côtoyait pas mal. Elle me dit, tu m'avais pas dit que tu voulais aller dans le nord, toi, puis tu voulais aller à l'autre bout? Je dis, oh oui, elle m'a dit que t'es encore ici. Ouais, mais c'est le fun, il y a de la musique. Puis là, je veux me ramasser une couple de piastres, puis je vais continuer après. Ben, pourquoi qu'on irait pas passer le solstice en haut, là-bas? Je fais, aïe, t'es plus folle que moi. C'est vrai qu'on s'est beaucoup connus aussi. Chicanés, entre autres, mais connus aussi. On a vraiment appris à se connaître dans ce voyage-là. Sur les 35 000 habitants du Yukon, environ 1 700 sont francophones. La plupart vivent autour de la capitale, Whitehorse. Les autres sont éparpillés dans l'immensité du territoire, comme les quelques 150 francophones qui vivent toute l'année aux alentours de Dawson City, l'ancienne capitale de la ruée vers l'or. À Dawson City, le Klondike Kate's Cabins and Restaurant est une véritable institution. Ce commerce saisonnier doit sa bonne réputation à 2 francophones. Il y a 20 ans, Josée était danseuse professionnelle en Floride. Philippe, lui, était cuisinier à Dawson City. Un clair de lune, une plage déserte, des yeux qui brillent et vous imaginez la suite. Josée finit par rejoindre Philippe au Yukon. Leur projet? Ouvrir leur propre restaurant. En 90, on a pris la charge du restaurant. Le building ou l'édifice même du restaurant, c'est un édifice historique. Alors, c'est plus que 100 ans. Il était un petit peu délabré. On a fait beaucoup de rénovations. On assoyait à ce moment-là 75 personnes. Alors, il était plus petit. La salle à dîner était à la même grandeur. Le patio était un petit peu plus petit qu'on a présentement. Le niveau de la fondation était vraiment croche. Puis on pouvait servir seulement la moitié d'une tasse de café dans une table qui était au coin parce que le plancher penchait. Au Yukon, faites comme les Yukonais. Philippe et Josée ont donc retroussé leurs manches et bâti l'une des entreprises de tourisme les plus florissantes du territoire. On ferme à la fin septembre, on commençait les constructions à la mi-octobre au plus tard parce que, là, bien évidemment, tu ne veux pas travailler à l'extérieur. À moins 35, c'est le call-off, il ne travaille plus. Mon mari, il rentrait à la maison, il avait une barbe, il était tout givré de glace. Puis la tête de son marteau avait complètement cassé. Et il m'a dit, bien, qu'est-ce que je fais? Je dis, bien, c'est trop froid pour ton marteau, là, c'est trop froid pour toi, faut que tu rentres à la maison. On a refait les murs, on a refait évidemment le toit parce que le toit coulait. Puis ensuite, on est allé refaire la cuisine complètement pour la mettre comme une cuisine commerciale.
Alors, la cuisine fermée pour l'hiver, toute propre et prête à recommencer. Ici, ben, c'est la station pour les serveurs et la salle à dîner qui a été hivernisée et les fenêtres barricadées pour l'hiver. Moi, j'adore le building présentement parce qu'on a ouvert la fenêtre sur la 3e avenue qui était fermée. Alors, ça lui redonne le cachet exact de l'édifice durant la rue vers là. La vieille camionnette fonctionne très bien. Elle est stationnée là pour l'hiver jusqu'à temps qu'on ait besoin de le réutiliser durant l'été. Je crois que c'est un 74, un rouge, c'est ça ce que je sais. C'est un coup de valse, comme toujours. Là. C'est le positif, le négatif. Après ça, c'est le choix. Est-ce que je reste ici ou je reste pas ici? Les gens qui décident de rester ici, qui sont articulés, assez intelligents, vont rester ici pour un minimum de 5-10 ans. Je vais décoller le coqueur, je vais aller chercher de la viande dans le congélateur. OK, j'ai mis le compost, là. Ça a été un long débat avant de venir au Yukon. Il a fallu que je convainque Karine. Normand était rendu à un point dans sa vie où il voulait essayer la course de traîneau à chien de longue distance. Normand Casavant vient de Laval, en banlieue de Montréal. Karine Grenier, de Grand-Mère, près de Trois-Rivières. Pour faire connaissance, ils ont eu besoin de ceci et de cela. Tout a commencé finalement en 87, le voyage du chien de traîneau. On avait trouvé un petit camp dans le bois, puis on a décidé de rester dans le petit camp pendant mes études dans un petit village qui s'appelle Bégin. Il y avait un gars bizarre qui se promenait avec ses chiens à l'époque à côté, autour. Puis j'ai rencontré ce gars-là, André. Puis André m'a initié vraiment au traîneau à chien. Je connaissais déjà Normand. Je sais que tu démarres une entreprise dans l'industrie du tourisme en traîneau à chien. As-tu besoin de monde? Je vais aller travailler avec toi. À partir de 89, j'ai développé mon entreprise qui sont les Casaventures Traîneau à chien. Et de fil en aiguille, je suis tombée en amour avec les chiens. Alors, j'ai pris le mocheur avec. C'était un package deal. Hey, je t'aime, mon amour. Ben, moi aussi. Comme j'étais travailleur saisonnier en foresterie, donc le besoin d'avoir un emploi durant l'hiver et d'utiliser mes chiens pour gagner ma vie, pour me ramasser finalement dans les Laurentides à l'époque où Tremblant s'est mis à aller super bien. On avait une moyenne de 15 à 18 guides qui travaillaient avec nous. Puis on faisait des tournées qui allaient de 1 heure à 2 jours de balade avec les chiens. Puis on avait à peu près 80 chiens. À partir de là, ça a fait un gros boom. On a roulé tempête. On avait 3-4 000 personnes qui venaient durant l'hiver faire du chien de traîneau chez nous. Ça allait super bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de territoire. Les terres se privatisent dans le coin où on était, puis on avait moins accès aux sentiers. Les lois municipales aussi au Québec sont de plus en plus exigeantes face aux chiens de traîneau. Le Nord m'attirait beaucoup. Viens, Malheureux. Viens-tu faire un petit tour de traîneau, mon petit tour? C'est là qu'on a abouti ici au Yukon, en venant faire la fameuse Yukon Quest, l'internationale Yukon Quest 1000 milles. Je venais chercher un nouveau bagage d'expérience. Pour le traîneau à chien, les meilleurs coureurs au monde sont au Yukon et en Alaska. Depuis maintenant presque 4 ans, je suis ici au Yukon. Puis je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vraiment beaucoup appris dans le traîneau à chien, puis j'ai pas fini d'apprendre. Bien après la ruée vers l'or, le Yukon continue de séduire. Ses pépites sont désormais l'air pur, les grands espaces et la tranquillité d'esprit qui manque tant aux citadins. Un coup de foudre avec le Yukon et un Yukonais, faut dire aussi, là, mais ouais.
Quand tu arrives au Yukon, tu constates assez vite que la communauté, elle se tient très serrée. Les francophones sont présents au Yukon depuis plus de 30 ans, bien entendu depuis 1750. C'est le Yukon, c'est bien beau, là, mais c'est une île. Comme mon réseau social est très francophone, parce que moi, j'ai besoin de parler en français. Tu te rends compte à quel point ta langue définit qui tu es. Quand t'es prise par des émotions ou tout ça, c'est dans ta langue à toi que tu veux parler. Cette communauté francophone-là devient un peu ta famille. Quand on se reconnaît, on fait comme... T'es un franco? Puis on est comme tout le monde content, tu sais, comme... Oh! C'est ça, la magie. Jusqu'à temps qu'elle me dise, ben, je vais avoir un petit. Je suis pas mal sûr qu'il est de toi. Moi, j'ai bien pris ça. On a pris cette décision-là qui n'a pas été dure. Ça s'est fait en une demi-heure. Bing, bang. On le garde. Oui, garde, on est bien. On est heureux, ça va bien. On a du fun. C'était ça, notre raisonnement. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait ça? Le Yukon attire aussi des gens qui veulent sortir des sentiers battus, quitter un peu la vie effervescente, rapide. On a encore des exemples de familles qui honorent l'espèce d'idéologie qu'on n'est pas obligé d'avoir tout dans la vie puis qui c'est faisable. Donc, on a toute une population là, qui ne sont pas connectés au réseau électrique ni au système d'eau potable. Donc, c'est les bécosses puis c'est les frigos en dessous des maisons. Et on a encore des familles qui viennent reconduire leurs enfants en chien de traîneau à l'école. Ça fait partie de cette... je dirais, de cette identité yukonaise-là. Robert Daff est d'origine belge. Je suis né dans un petit village en Belgique qui s'appelle Ligny, à 30 km de Charleroi et à peu près 50 km de Bruxelles. À la fin des années 60, ses parents quittent l'Europe pour s'établir à Montréal. Le quartier s'appelait... Oh, c'est pas P9. J'ai oublié Rosemont. Ses études secondaires terminées, il enfile son sac à dos et direction l'Ouest. À l'âge de 17-18 ans, je me suis rendu compte que l'Ouest du Canada était à côté. C'était un endroit où je me suis senti chez moi. Il y avait l'espace, il y avait la liberté, il y avait l'aventure de la nature. Le jour où j'ai fait une descente de rivière en canot, ça a été fini. Je me suis arrêté de faire des randonnées. J'ai passé mon temps sur les rivières. Et puis j'ai eu un ami qui avait acheté des radeaux, un raft. Alors, j'ai commencé à faire le travail pour lui, et puis on est devenus associés, et puis il est parti, et moi, j'ai continué avec le commerce. Ça fait notre 30e année, cette année. On est parti. Murdoch, Iliana. Je me suis retrouvé dans une école, enseigné. Puis cette école-là voulait améliorer les résultats des enfants au niveau du français langue seconde. C'est une école anglophone. Merci. Puis le directeur, qui a fait des recherches, puis a découvert le programme de français intensif. Comment ça va? Le français intensif est né avec Michel Paradis, qui est un Québécois qui a sorti la théorie du bilinguisme puis le neurolinguistique, où il a vraiment démontré des choses au niveau de l'apprentissage d'une langue seconde. C'est des stratégies d'enseignement qui sont complètement différentes. On va beaucoup travailler l'authenticité. C'est très important. L'enfant doit être capable de parler avant d'être capable de pouvoir lire puis écrire. C'est la base. Moi, si je ne mange pas pour le dîner, j'ai faim pendant tout l'après-midi. On va jamais leur demander une question pour commencer. On va leur donner une réponse. On va toujours mettre l'enfant dans une position où il va avoir du succès, il va avoir du plaisir. Premièrement, lecture. Deuxièmement, écriture. Ça crée automatiquement une dynamique dans la classe. Qu'est-ce que je fais avec le A, S? Ce n'est pas S. J'écoute ce qu'ils disent.
Puis c'est ça la partie d'enseignement qui est plus difficile. Il faut que j'écoute ce qu'ils me disent. Le sandwich est pour le soupe et je mange les viandes. Puis on fait des liens avec toutes ces informations-là. Alors c'est le contraire. Oui, ça. Puis on apprend à se connaître beaucoup, beaucoup. OK, 1 minute tout le monde. Juste 1 minute. Non, juste 1 minute. Tu peux jouer à Uno parce que vous travaillez très bien ce matin. Mais les enfants vont s'exprimer en français. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voilà. Oui, non, oui, Kate. Merci, Kate. Un groupe d'élèves avec qui je commence au mois de septembre, puis tu dis qu'on peut communiquer avec eux autres à Noël, 5 mois plus tard, en français. C'est des résultats qu'on n'a jamais eus en français de base jusqu'à maintenant avec des techniques quelconques. Tout le monde au pupitre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ça, c'est la machine à café alchimique. Je suis en train de construire un café. C'est une idée de fou. À Dawson, des bars, il y en a plus qu'assez, mais il n'y a pas d'endroit tranquille où il n'y a pas d'alcool, qui est ouvert à l'année, peut-être le soir, qui offre des valeurs qui sont un peu différentes de juste des valeurs commerciales. C'était l'endroit auquel j'aurais aimé passer du temps et qui n'existait pas. Le premier morceau, c'était le terrain. La ville a fait une vente aux enchères. Donc moi, j'ai mis l'enchère minimum avec une description de ce que je voulais faire. Et puis, ils m'ont donné le terrain. Alors, construire à Dawson, c'est quelque chose. Il y a plus de règlements qu'ailleurs. La nature du sol est mauvaise. Faut pas oublier qu'on a construit sur un marais. C'est un marais gelé. Donc, tous les bâtiments bougent. Et avant de pouvoir commencer à construire, donc j'ai creusé pour enlever la boue et puis remplacer ça par du gravier. Dawson, c'est le 2e plus grand district historique du Canada, ce qui fait qu'on ne peut pas juste construire n'importe quoi. Donc, il y a certains matériaux qu'il faut utiliser, certains looks qu'il faut prendre. Ensuite, il y a ce que les assurances veulent. Et après, il y a ce que les banques, elles veulent. Et maintenant, le polissage. On en mange de la poussière, hein? Je dois dire, Dawson a été extrêmement riche pour moi. J'ai pris un cours de plomberie, d'électricité, de soudure, de charpenterie, de comptabilité. Tous ces outils dont j'avais besoin pour construire le café se sont tout doucement ajoutés. C'est pas que je prévoyais ça, mais ça s'est fait naturellement. Il y a un dicton qui dit « On n'est pas un homme avant d'avoir construit sa propre maison ». Je comprends pourquoi. J'ai la foi que c'est un endroit dont on a besoin ici. J'ai la foi que c'est un endroit qui va vraiment ajouter quelque chose à la communauté. J'ai l'impression que le café, ça pourrait être comme l'église des temps modernes, un peu. Je veux dire, il y aura des instruments de musique, il y aura des livres, il y aura des ordinateurs. C'est un endroit où on va parler de tout et de rien, il n'y a pas de pression. On peut avoir du plaisir, on peut rencontrer n'importe qui dans un beau cadre. Pour avoir des belles conversations, il faut que ce soit un beau cadre. Et toutes les conversations ne sont pas roses. J'espère vraiment qu'il y aura des conversations qui seront sombres, qui se passeront là-dedans, qu'on parle des problèmes, puis qu'on y réfléchisse pour trouver des solutions. Quand la température est devenue plus chaude, la planète s'est réchauffée. Donc, le gazon a commencé à pousser, il y avait des arbres. Et avec ces dents-là, est-ce que vous croyez qu'il peut manger des branches? Non. Donc, ça serait une des théories pourquoi il serait disparu. En fait, c'est pas nécessairement de parler en anglais, mais c'est de parler en français qui me donne du travail ici au Yukon. Puis j'ai été agréablement surprise de voir à quel point c'est important pour la communauté au Yukon que d'avoir des personnes bilingues. Pourquoi on l'appelle chat? Oui, le chat des cavernes. Oui, mais quel... Un félin. C'est un félin. Donc, moi, j'ai appliqué au gouvernement sur un super de bel job qui est guide-interprète dans le centre d'interprétation de la Béringie. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer a baissé considérablement, que le fond de la mer a été exposé et c'est devenu un pont.
J'accueille la clientèle, que ce soit en anglais ou en français, puis j'interprète la science. Je parle des découvertes qui se font au Yukon, au niveau de ce qui est de la paléontologie, par exemple. Avec l'exploitation minière, ils creusent dans le sol, ils ne retrouvent pas non seulement de l'or, mais aussi beaucoup d'ossements. Le Yukon, c'est particulier parce qu'il y a certains espaces dans le nord du Yukon qui n'ont pas été ensevelis sous les glaces lors de la dernière époque glaciaire. Ça a permis aux animaux de pouvoir venir en Amérique du Nord par le détroit de Bering. Donc, les animaux sont passés, et les humains sont passés de l'Eurasie, sont venus en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, ainsi que l'exploration minière, quand ils creusent, ils vont découvrir non seulement de l'or, mais aussi beaucoup d'ossements de la mégafaune, donc des animaux géants qui étaient là à l'époque, comme les mammouths laineux et d'autres grands mammifères. Donc, c'est un outil de chasse qui était là avant l'arc, puis ils retrouvent cet outil de chasse-là partout à travers le monde. Je me suis donné. C'est trop drôle! Quand les gens ils viennent au centre d'interprétation et qu'ils parlent français et qu'ils ont la chance d'avoir une visite guidée en français, ils sont vraiment contents. Puis c'est le fun d'être servi dans sa langue. Yukon! En français! La ruée du Klondike n'a duré que 4 ans, de 1896 à 1900. En 1896, Dawson City n'existait pas. Un an plus tard, la ville abritait une population de 5 000 habitants. L'année suivante, 35 000. En novembre 1896, 338 concessions avaient déjà été enregistrées sur les rives du Klondike. Les chercheurs d'or venaient de partout. Les Canadiens français représentaient une forte proportion de ces fous de l'or. La toponymie du Yukon témoigne encore de cette présence francophone. De nombreux noms de lieux, comme Béliveau, Blanchard, Cyr et Papineau, nous rappellent leur quête. Je pense qu'il y a souvent des gens qui viennent ici pour quitter quelque chose. Je suis partie du Québec parce que je pense qu'il y a une grogne vraiment au niveau communautaire. Et puis, moi, ça faisait plus de 12 ans que je travaillais là-dedans. Et je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel et j'avais besoin d'une pause. Pour d'aucuns, c'est comme le bout de la route. Pour d'aucuns, c'est le début d'une autre route. Mais il y a une jonction, là. Il y a une mise au point nécessaire. Le Yukon est encore une terre de transition comme ça l'était il y a 100 ans, 200, 300 ans. Si tu viens de Montréal ou tu viens de Paris, tu peux pas amener ton Montréal ou ton Paris ici. Je pense que le Yukon, c'est un endroit qui a une spiritualité attachée. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, on veut ressembler à ce qu'on voit aussi, je pense. Et la nature est vraie. La nature n'a pas été peaufinée. T'as pas des signes partout qui disent interdit de nager, interdit de boire ici, interdit de te stationner. C'est comme la beauté du désert. Il y a une infinitude ici qui nous élève. Des gens qui se promènent avec des calottes ici, là, tu remarqueras, là. Ils regardent pas à terre. De là, on s'est dit, bon, la cabine, c'est bien, mais moi, j'avais un vélo, je transportais l'eau en vélo. Bon, pas d'eau courante, la vie de cabine, les couches lavables parce qu'on veut être écologique. Bon, ben là, tu te dis, OK, à un moment donné, c'est beau, là, mais ça prend du temps dans ta journée. J'avais de la misère à m'amuser. Fait que là, j'ai dit, oh, j'ai de la misère à m'amuser, il y a un problème. C'est là qu'on a commencé à se retourner pour regarder des petites familles qu'il y avait autour de nous autres, puis qu'on trouvait qu'il y avait l'air d'avoir du fun. Qu'on trouvait aussi que c'était une belle place pour élever des enfants. Un beau milieu. Fait qu'on a dit, bon, ben, go. Va vite, va vite, va vite, va vite! Le 3 février 1947, record de température au Yukon. Moins 63 degrés Celsius, du jamais vu dans toute l'Amérique du Nord. Et avec le facteur vent, humidex, le quart de lune, la position du soleil et de la Voie lactée et que sais-je encore, vous obtenez un douillet, moins 174 degrés. La Yukon Quest, c'est une course de 1600 km entre le Yukon au Canada et l'Alaska. C'est la course la plus dure, on peut dire, au monde. À cause du relief, les montagnes, le climat. Aux distances entre chacun des checkpoints,
qui sont de 75 000 à 100 000 à 205 000 de distance entre deux checkpoints. Le mâcheur se retrouve en autonomie totale avec sa nourriture et ses chiens. C'est comme une grande expédition. Donc, il doit prévoir des stratégies pour dormir, manger, faire des feux, se réchauffer. Tu fais 205 000. Tes chiens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment. La première affaire qu'ils font quand ils arrivent dans un checkpoint, les chiens ont le goût de dormir. Good boy! C'est mon chien, les amours! Ouais! Il faut que tu les encourages à manger avant de dormir. Des études qui ont sorti dernièrement, c'est que plus que le chien court, plus qu'il s'entraîne. Sa performance diminue pas. Il n'y a pas vraiment besoin de longs congés comme les êtres humains après un entraînement intensif. Le chien, graduellement, va s'entraîner, puis musculairement, il va s'adapter. Le chien va arriver à la fin de la course et il va être top shape. On l'a fait, je pense, c'est la 1er de février. Donc, en février, au Yukon, il fait fret. Faut que tu sois assez fort physiquement puis mentalement pour pouvoir passer au travers de ce froid-là. Mais tu dors pas gros. Si tu dors 2 heures, 4 heures par jour, c'est beau. Fait que c'est ça qui fait qu'une course comme ça devient extrêmement difficile. Tu vas avoir des gros vents qui vont balayer la trail. Tu vois plus ta trail. Où je suis, où je m'en vais. Ça m'est arrivé une année, j'ai tellement travaillé fort pour perdre l'équipe des Belges qui me suivaient en arrière. J'ai réussi à prendre 4 heures, ces gens-là. Mais quand j'ai arrêté sur le bord de la 40 Miles River, j'étais trempe à la vette. J'étais plus capable. J'étais gelé. Il faisait moins 30. Il était 2-3 heures du matin. Il a fallu que j'arrête. Je nourrisse mes chiens. Je mette mes chiens sur la paille. Je me suis couché dans mon sleeping bag, tout mouillé. J'ai même pas enlevé mes bottes. J'ai même pas enlevé mes pantalons. J'étais plein de glace. 45 minutes plus tard, je me suis réveillé. J'étais gelé. Tout mon linge qui était glacé, ça s'est mis à fondre. Ça a fait de l'eau dans mon sleeping bag. Je shakeais comme ça. 15 minutes, mon feu était allumé, puis je me chauffais sur le bord du feu. Finalement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai tout séché mon linge. J'ai vraiment bien récupéré. Puis je suis reparti de là après, je pense, j'ai pris 6 heures de break à ce moment-là. Puis j'ai réussi à prendre 4 heures sur l'équipe des Belges qui me poussait, comme on dit au Québec, au cul. On est plus sur le beat, on garde ralenti. Marie-Maude jouait de la flûte quand je suis arrivé. Elle jouait pas d'accordéon. Puis à un moment donné, en camping, qu'est-ce que tu fais? Ben, y a-tu quelqu'un qui gratte une guitare? Fait que passe, dit, je gratte la guitare. Puis moi, j'avais ma petite flûte. Puis ça a commencé de même, tu sais. Puis c'est là qu'Alain nous a enlignés. Ben, la musique, moi, j'ai toujours joué de la musique, fait que ça me drive. Wow! Jouer de la musique, ça, moi aussi, ça fait un bout que je me cherche des partners, puis tout ça. Ça vous tente-tu qu'on joue ensemble? Fait qu'il est venu un soir, puis on a joué de la musique les trois ensemble, juste nos trois. Puis j'ai commencé un riff à l'accordéon. Puis ça cliquait. Puis on a comme manière de composer quelque chose. Fait qu'on a comme senti les trois qu'il se passait quelque chose. On s'est retrouvés, première nouvelle qu'on a su, à enregistrer un petit démo vite fait. Le mardi soir, le jam qu'on a enregistré chez Alain à son Cheesy Studio. Moi, je suis parti avec ça, je me suis reviré de bord. J'ai appliqué dans des festivals juste pour le fun ici. Ce CD-là qu'on a tous signé s'est ramassé dans un festival partout au Yukon, puis on était acceptés parce que les gens sont ouverts à la diversité ici. Puis sur le CD, c'était écrit « Un mardi soir ». Fait que je suis devant l'ordinateur, j'ai 2 secondes pour penser. Soir de semaine. Soir de semaine, ping, bang, pouf. Le monde tripait bien raide qu'il y ait des Franco, qu'il y ait de la nouvelle musique. On s'est rendu compte qu'on
On pouvait avoir du fun avec ça, puis on pouvait peaufiner. Puis ça a fait de boule de neige, puis ça fait 9 ans, 8, 9 ans qu'on fait ça, finalement. Moi, je trouve ça sexy, une fille avec une robe puis avec des cils jogging. T'as pas de make-up, rien? Moi, j'ai toujours maquillé Pascal, puis après ça, je me maquille. Alain fait ses maquillages. T'as pas besoin de miroir, là? Oui, parce que, tu sais, je me regarde, voir ce qu'elle a fait, voir si c'était correct. Des fois, on se l'est demandé nous-mêmes, mais on se maquille-tu encore? Puis on est comme, ouais. C'est devenu notre rituel avant de monter sur scène, pour qu'il y ait comme une espèce de communion entre nous. Puis c'est souvent là qu'on va parler comme, ah, ça va être l'audience, OK, le setlist, quelle tune qu'on va jouer. On a tout cas spécial à dire. C'est qui va être en avant de nous autres? Ça marche. Ben, je veux dire, ça veut pas dire que notre show va être écœurant à chaque fois, mais... OK, t'es dans, moi. Comment fou qu'on est prêt à aller à soir? On peut-tu perdre notre job à soir? Tant qu'à pousser la folie, on l'a poussé à fond, là. Un gros show, c'est une grosse stade. Je suis vraiment plus fou avec du maquillage? Je le sais pas. Probablement que des fois, oui. Showtime! On va dire comme mon beau-frère dirait, on a le cul bordé de nouilles. On a Marc Paradis au drum, c'est un drummer exceptionnel. Puis Corey Chouinard aux percussions. Dans le fond, c'est comme un duo de percussifs avec un trio énergique, flyé. On aime ça faire de la scène, nous autres. On aime ça partager notre musique avec du monde. On aime ça faire des parties. Puis eux autres, ils nous suivent là-dedans. L'essence du band, c'est ça. C'est une gang autour d'un feu de camping qui gratte la guitare, qui joue de la musique, puis qu'on invente des paroles au fur et à mesure pour faire rire les amis. Ça, c'est la base. Puis l'inspiration est ici, là. Avec les montagnes, les forêts, les gens, fait que t'as tout ce qu'il faut. Vous êtes une audience fantastique. Merci beaucoup! Le plus occupé de la saison estivale, c'est la mi-juin à la mi-septembre. Puis j'ai ton numéro de téléphone, alors tout va bien. Ah, OK. Ben écoute un peu de télé, mais un peu, Gabrielle. Pas plus. On est environ 40 durant l'été, durant le gros de la saison. J'ai déjà loué la 8 parce que le restaurant est quand même très occupé. 20 ans, c'est beaucoup. Philippe, lui, se lève à 5 h du matin pour aller dans la cuisine préparer ses muffins, ces choses-là. La mienne commence vers 7 h. On est à peu près partout tout en même temps. Ça peut commencer par la réception. Ensuite, moi, je peux aller dans le restaurant pour aider au bar. Ensuite, je peux aller faire les chambres si on manque de staff aussi. Et puis, ben, il y a toujours les papiers à s'occuper. OK. Pour les aider. Mais la laitue, par exemple, si on en mange à tous les jours, c'est super le fun. You have to walk fast. C'est des grosses journées de travail. On commence de bonne heure, puis on finit tard. On a beaucoup de francophones dans la cuisine, en avant pour le service. Et la même chose pour la réception et pour nettoyer les chambres aussi. Beaucoup du Québec, les jeunes étudiants qui viennent pour travailler pour l'été. Il faut qu'ils changent. Bien, parce qu'elle voudrait les avoir 4 soirs dans la même chambre. Mais ça ne dérange pas comme ça, mais c'est au cas où. Fait que c'est pour ça qu'elle a fait un montant. On a l'impression qu'ils veulent vraiment découvrir le Yukon lui-même. C'est quoi l'expérience de vivre au Yukon durant l'été? Et ben, les prospecteurs ont tous vécu dans des tentes. On a installé 4 tentes de mineurs de l'autre côté de la rivière avec un petit outhouse pour eux et puis un petit cooking shack. Ils ont la possibilité de faire la cuisine, mais il n'y a pas d'eau.
Alors, il faut qu'ils se trimballent de l'eau. Je crois que, surtout pour les Français, ils ont été au Québec, ils ont été à Banff, ils ont été à Vancouver, ils recherchent une destination autre. Au Canada, le Yukon commence juste à se faire découvrir comme si on a des services en français. Dès la fin de la ruée vers l'or, les premières énormes machines de la révolution industrielle remplacent l'humble prospecteur. La drague numéro 4 est aujourd'hui un site patrimonial. Elle est la plus grande drague en coque de bois en Amérique du Nord. Cette complexe machine, moitié bateau, moitié usine flottante, arrachait au pergélisol les dernières onces du Klondike de l'après-ruée. Avec ses 60 mètres de longueur, haute de 8 étages, son déplacement est de plus de 2700 tonnes métriques. En 1927, elle œuvrait sur un gisement tellement riche qu'on pouvait en extraire jusqu'à 22 kilos d'or par jour. Elle a été en service jusqu'en 1959. Quand je suis arrivé ici, il y a des francophones qui étaient contents d'avoir un prêtre, puis il y a des francophones qui disaient « Écoute, c'est pas parce que je suis francophone que je suis catholique. » Claude Gosselin a grandi à Lévis, en banlieue de Québec. Il aurait pu être infirmier, mais il choisit la prêtrise. Il travaille pendant 12 ans comme prêtre de rue. Il y a 10 ans, il reçoit un appel du Yukon. J'ai reçu un appel la veille de ma fête, donc toute la symbolique aussi, là, qui me dit « Claude, salut, c'est Manon, je reste au Yukon, j'ai 3 enfants. » Et elle dit « On a tous les services en français au Yukon, mais on voudrait un prêtre. Tu viendrais-tu vivre avec nous? » Alors ça, c'est l'appel fondamental. 3 mois plus tard, la décision se prenait, puis ça, c'est arrivé en janvier, puis au mois d'octobre, j'étais ici. Sous l'influence de ce coin de pays et de ses habitants, son sacerdoce se transforme peu à peu. Qu'à soir, je vous invite à vivre notre célébration de la lumière. Et je dis qu'il y en a qui vont fêter ça de toutes sortes de manières, parce que c'est une fête, la fête du soleil, la fête de la lumière, parce que ça l'amène une ressemblance, une résonance chez nous. C'est lié au solstice, cette célébration de la lumière dans la nuit du solstice. Les premières années que j'étais ici, je me disais, mais c'est donc bien extraordinaire, cette lumière-là. Alors, je me suis mis à méditer beaucoup là-dessus. C'est en fait la lumière qui vient pas après la nuit, mais qui surgit de la nuit. Même quand on dort, la nuit ici, c'est la nuit, c'est le silence de la nuit. Les arbres dorment aussi, ils bougent plus, le vent qui se tombe. C'est comme une vraie nuit, c'est juste qu'on voit. Et si on voit, on n'a pas peur. Si on n'a pas peur, ben on peut dormir dehors, même s'il y a des ours. Comment tu je te fais un petit... Bon. Ben, transpose ça maintenant à la vie spirituelle. Si je me mets à voir clair dans ma noirceur, j'ai plus peur. Si j'ai plus peur, ben là, je deviens invincible. Comment tu... La bascule se fait. Alors, ça vaudrait la peine de célébrer ça. Et je vous invite, en vous tournant vers chacun des points cardinaux, on va faire ça lentement, puis dans le silence aussi, à accueillir toute la vie qui vient de chacun des points cardinaux pour vous. Ici, il y a des montagnes, puis il y a ça, le soleil de minuit. Il l'a pas en Palestine. Imagine s'il l'avait eu. Alors, je me dis, pourquoi pas qu'on se laisserait pas aller, mais dans ce chemin-là. Donc, les Premières Nations, ils étaient-tu branchés, eux autres? Puis ils le sont encore. Mais qu'on le reconnaît, qu'il s'incarne dans le soleil de minuit, ben ça fait du bon sens. Dans le sens que il est le soleil, je suis le soleil, la lumière est en nous. Bon, ben, laissons jaillir la lumière. Point. Et là, il y a les oiseaux qui s'en mêlent, puis il y a les montagnes. Il y a pas... ça fait plus le fun de faire ça dehors. Non, non, non. On est dans cet environnement-là, puis c'est de cet environnement-là qu'on va communier, tu vois. Le silence est le plus sûr moyen de n'outrager personne. C'est une crèche pour que naisse le Verbe. C'est un don, une sainte montagne, un temple où l'on peut apprendre à parler. Les dernières stats disent qu'en moyenne, les gens demeurent au Yukon 4 ans. Non, on reste ici, puis on sait pas toujours pourquoi, je pense. Il y en a qui disent non, je touche quelque chose ici, puis
On va planter notre tente ici, là. Que c'est le cycle éternel du Yukon. L'hiver, t'as envie de sacrer ton camp. Et l'été, tu te dis, c'est la place la plus merveilleuse au monde. C'est les fameux trottoirs en bois qui sonnent comme les plus grands xylophones au monde. Quand les jeunes se promènent en vélo là-dessus, là, le beau bruit, là. Faudrait que je parle de Véro. Je suis très actif dans la communauté, mais il y a une chose qui me tient vraiment groundé, puis c'est ma conjointe, Véronique. Elle fait un travail de moment exceptionnel. Elle me supporte beaucoup dans les projets que je fais. Puis sans elle, je serais jamais capable de garder une vie de famille avec 3 petits monstres. Parce qu'ils sont 3 petits monstres des fois. Elle a un rôle vraiment important dans les succès que je vis. Fait que j'y en dois une bonne. Le plus jeune est venu cette année à 3 ans et la personne la plus âgée à 87 ans. Ce qui veut dire que j'ai probablement un autre 25 ans sur la rivière. J'y ai pensé il y a 10 ans, comment sortir du commerce. Et finalement, mon fils a dit, je voudrais bien l'essayer. 10 ans, il a acheté la moitié du commerce. À un certain moment, les activités physiques, comme tout le monde, je vais devoir arrêter ça. Allez, je vais éteindre le feu, là. Attention. Non, ne jette pas de sable dessus, je vais l'éteindre d'une autre façon. Dépendamment de mes limitations physiques, peut-être avoir juste une rowing frame avec le lunch ou peut-être juste conduire l'autobus. À la fin, ce sera probablement raconter des histoires, des vieux temps. Ouais. Le vrai succès, c'est pas vraiment d'accomplir quelque chose et puis de le laisser tomber. Merci beaucoup. C'est d'accomplir quelque chose et de le passer à la prochaine génération. J'ai découvert ça ici. Il y a des gens qui retrouvent le français au seuil de la mort. La bonne madame, elle avait un nom purement francophone, une françaiscoise, puis elle a vécu au Yukon, puis on s'entend qu'à l'époque, tu parles anglais, c'est tout. Elle avait le même âge que ma mère, alors moi, c'était facile, j'avais déjà entendu ses prières, puis... À la fin, Alzheimer pendant plusieurs années, et sa fille a eu la brillante intuition de dire « J'ai su que vous étiez en ville, venez donc la voir en français. » Bien, j'avais pas le choix, de toute façon, je parlais pas anglais. Alors, j'ai fait ça. Puis la belle madame qui rouvre ses yeux, puis qui commence à bouger ses lèvres, puis qui commence à chanter avec moi. D'abord sa fille, puis le personnel. Écoute, tout le monde était sur le choc parce qu'elle était pas là. Mais elle était là en français. Comment tu sais, sur le disque dur, là, c'était français. Alors, j'ai fait ça 1 an. Et c'est là que j'ai identifié la langue maternelle et la langue spirituelle, dans le sens de... Parce que c'est le langage qu'on a entendu dans le ventre de notre mère, donc le langage amoureux. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. Alors, c'est plus la langue, l'être, tu redis la vérité de ton être. Donc, s'il y a quelque chose de blessé, ça va se guérir dans ta langue. Moi, je suis un peu un électron libre, donc je me promène d'un endroit à l'autre. Donc, je suis arrivée avec 2 valises. Hein. Ça fait 10 mois. Tout le monde qui s'en vient ici est au départ des voyageurs. Fait que tous les voyageurs se ressemblent, puis on pense toujours qu'on est en vacances. Il n'y a jamais de pour toujours ici. Pas pour moi, en tout cas. Je vis au quotidien, là. Je vis le moment présent, puis si que je suis bien ici, je reste ici, puis si je suis plus bien, je m'en vais. Le mode de vie d'ici, ça me convient.
c'est moi. C'est peut-être plus moi qu'au Québec. Fait que peut-être que oui, j'ai découvert une nouvelle partie de moi ici. Je savais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Je savais pas qu'on pouvait vivre sans jugement des autres. Je savais pas qu'on pouvait vivre vraiment comme on est et être accepté comme on est. Une fois qu'on y a goûté, c'est ça. On veut plus retourner. On est en train vraiment de bâtir cette espèce de franco-Yukon-là. Là. Je pense que c'est encore un endroit assez exceptionnel au Canada où vivent. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que je participe à la naissance d'une communauté. Je vois des gens qui sortent de le tombeau. Avec la musique, c'est magique. Mon cœur devient une avenue publique. J'aimerais ça, construire un pont pour que le monde soit accessible à nous autres. Avec la musique, c'est magique. Ça me brancherait vraiment de faire partie d'un groupe qui est exemplaire, qui inspire le reste du pays, puis pourquoi pas la Terre. Bienvenue dans mon domaine. Hey! Avec la musique, c'est magique. Mon cœur devient une avenue publique. Il s'est passé des choses au Yukon qui se seraient probablement pas passées en Europe. Et puis, je dois faire un constat vraiment très simple. J'apprécie énormément de vieillir. Je pense que quand tu l'as dans le sang, tu l'as dans le sang. C'est encore le Gold Rush, ça. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent, c'est demain que j'avais 20 ans.